L'émission Virage vous est présentée par la Capitale Assurance Générale. Bienvenue à Virage. Cette semaine à l'émission, nous avons la Ford Fusion Énergie ici en studio. On va aussi vous parler du tout nouveau Ford Escape 2017. Nous allons avoir plusieurs nouvelles de l'industrie. Nous avons aussi une entrevue avec M. Jacques Duval lui-même pour parler de son nouveau guide de la voiture électrique et éco-énergétique. Également, on va se déplacer à l'entrepôt de LKQ en compagnie de Vincent Lacasse. Et Jacques, bienvenue, va se joindre à nous à la toute fin de l'émission pour répondre à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage@telemac.tv ou notre Facebook. Salut Marc! Salut mon cher! Ça va bien? Très bien, toi? Alors, on a la Fusion Énergie ici même en studio et c'est toi qui es arrivé avec cette belle voiture qui l'a roulée à partir de Montréal jusqu'ici. Oui. Donc, tu vas nous en parler en long et en large. Oui, bien en fait, j'avais eu l'occasion d'essayer cette voiture-là et les autres de la déclinaison Fusion il y a quelques semaines déjà, alors qu'on était allé au lancement dans les Laurentides. Il faut savoir que la Fusion, c'est un véhicule qui, depuis 2013, depuis sa refonte, a connu vraiment un bon succès, mais là, elle est un petit peu vieillissante. On sentait que la concurrence commençait à en gagner. On a donc décidé de réaménager un peu la voiture. Esthétiquement, écoute, il n'y a rien de révolutionnaire. On a un petit peu affiné la partie avant, modifié les phares, mais dans l'ensemble, on lui a enlevé un petit peu le look Aston Martin pour l'identifier davantage à Ford. Sauf que, tu sais, ça fera pas. Il n'y a personne qui va faire de crise d'honneur quant au nouveau look. Là, on n'est pas loin de la réalité. Non, mais ça a fait du bien quand même. Ça a fait du bien, ça rajeunit, ça donne vraiment une nouvelle allure. Là où il y a eu un gros changement, c'est à l'intérieur. On a totalement changé l'intérieur. Par exemple, on a maintenant le système Sync 3. Ça veut dire que tu vas pouvoir arrêter de te battre avec ton système multimédia. On s'obstinait. Ah, c'est incroyable. Ils ne comprenaient rien. Bref, maintenant, il fonctionne bien. On a aussi changé la façon dont la console centrale est faite. Et pour faire ça, on a triché. C'est qu'on a enlevé le levier de transmission traditionnel. On l'a remplacé par une molette. Et pour le reste, ça a permis donc d'avoir des porte-gobelets qui sont au bon endroit. L'ancienne Fusion, les porte-gobelets étaient là. Tu mettais quelque chose, tu étais toujours accroché. Puis bon. Là, au moins, on a une ergonomie qui est un peu plus réaliste. Donc, ça va bien. Tu nous as parlé, celle qu'on a ce matin, c'est la énergie. Pas ce matin, mais aujourd'hui, c'est la énergie. La énergie, ce que c'est, en fait, c'est l'hybride branchable de Ford. On peut donc la brancher pour quelques heures. Elle est bonne pour une autonomie purement électrique de 30 km à peu près. Elle est extrêmement silencieuse. Ça manque un peu de puissance. Moins que l'hybride. Il faut dire que l'hybride est un peu lente. Celle-là, évidemment, avec le moteur électrique, permet quand même une certaine accélération, mais c'est le même petit moteur. On n'a pas changé la motorisation par rapport à l'ancienne génération. Moteur 2 litres. Ça allait bien. Je pense que c'était du côté de l'autonomie qu'on devait s'améliorer. Et la répartition de poids dans l'ancienne génération, que moi, je détestais parce qu'on avait bourrer le coffre de batterie, c'était vraiment mal. C'est encore le cas. C'est encore le cas, bon. C'est encore le cas, malheureusement. C'est là que je voulais en venir. L'espace de chargement, écoute, c'est un compromis de tous les instants. Oui, tu peux aller faire ton épicerie à condition que tu n'aies pas une trop grosse famille. C'est vraiment... écoute, c'est vraiment dommage. C'est la solution facile parce qu'on place les batteries dans le coffre. Exactement. Au lieu, comme les autres, d'aller les placer dans la plateforme, on les a laissés dans le coffre. C'est ça. Alors, ça, c'est la partie qui est un peu dommage. Pour le reste, c'est un véhicule qui va très bien, qui est extrêmement économique. Tu l'as dit, je l'ai fait sur l'autoroute. Écoute, bien en deçà de 5 litres au 100. bien en deçà de 5 litres au 100 pour un véhicule qui est quand même intéressant. Et bonne dimension. Bonne dimension. La énergie, c'est une SE. Donc, c'est quand même un milieu de gamme avec pas mal d'équipements qui est intéressant. Si cependant, vous n'optez pas pour la énergie, vous pouvez aller dans la version la plus haut de gamme parce que cette année, dans la Fusion, on offre aussi la Platinum qui, elle, est vraiment dispendieuse, mais elle est vraiment tout équipée. Celle-là, quand même, c'est pas donné. 35 000 $ pour une Ford Fusion Énergie branchable. Intéressante, mais dispendieuse. 30 km d'autonomie, faut saluer l'effort.
Oui. Ça, j'aime bien l'effort. Puis, pour certaines personnes, je pense que ça peut faire quelqu'un qui travaille au bureau, qui revient le soir, on peut quand même se débrouiller pour se débarrasser d'un gros pourcentage de l'essence. Effectivement. Et l'intérêt, c'est ça. C'est que quand tu es en ville, tu es en mode électrique et tu es capable tu n'as pas de compromis à faire, en fait. Tu décides d'aller passer la fin de semaine ailleurs, bien, tu prends la voiture et tu ne te poses même pas la question, tu vas te rendre et elle est relativement J'aime économique. bien les matériaux utilisés à l'intérieur du véhicule. Les sièges, la qualité des sièges, c'est vraiment très joli. Oui, honnêtement, et comme je te dis, pour toute la gamme Fusion, on a vraiment voulu lui donner une petite allure un peu plus luxueuse. On a joué avec les matériaux, l'ergonomie. L'intérieur de cette voiture-là n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était, ce qui est, à mon sens, la meilleure nouvelle qu'on pouvait avoir. Voilà. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Alors, au retour de la pause, M. Jacques Duval lui-même. Restez là. Ce segment d'émission vous est présenté par le groupe PPP, le spécialiste de la protection automobile. Nous sommes de retour et je suis maintenant accompagné de M. Jacques Duval. Bienvenue en Virage, M. Duval. Merci beaucoup de m'accueillir. Alors, M. Duval, vous avez quelque chose de nouveau à nous présenter, un nouveau bébé. Un nouveau bébé, effectivement. C'est un livre qui s'appelle « L'auto électrique, hybride ou éco-énergétique ». On a pensé que le temps était venu de jeter un peu de lumière sur le domaine de la voiture électrique. Et comme il n'y avait pas beaucoup de modèles, on a décidé d'ajouter les hybrides rechargeables et les voitures éco-énergétiques, c'est-à-dire celles qui consomment le moins dans leur catégorie. Alors, c'est une sorte d'initiation à la voiture électrique et je te permets de... Ben oui, merci beaucoup. Il y a une version française, anglaise pour les États-Unis. Et déjà, aux États-Unis, on a de bons échos sur la réception qui a été faite à ce livre-là. Qu'est-ce qui vous a amené à justement décoller un projet de faire un livre pour les voitures électriques? Je revenais de l'île du Prince-Édouard. C'était mon premier long voyage avec la Tesla Model S. Et j'étais en compagnie de Sylvain Juteau, qui est un bonhomme de Trois-Rivières, qui a un endroit, une station-service pour voitures électriques, et qui a aussi un site Internet qui s'appelle roulerélectrique.com. Et ce gars-là connaît à peu près tout, alors j'étais en confiance avec lui. Et sur le chemin du retour, on parlait de choses et d'autres. À un moment donné, j'ai dit, ce serait peut-être bon d'avoir un livre sur la voiture électrique, parce que ça commence à se répandre davantage, et puis les gens ont des fausses impressions. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui circulent, qui sont inexactes, qu'il faut corriger. Alors, on a inspecté le terrain un peu, et on a présenté le projet aux éditions de l'Homme. Et à ma grande surprise, ils n'ont pas dit, on va y penser, peut-être que c'est bon, peut-être qu'il est trop tôt, ou comme ça. Non, ils ont été tout de suite emballés par le projet. Ils ont dit, quelle merveilleuse idée, c'est à la mode en ce moment, et c'est vraiment le temps de lancer un livre comme ça. Et ils ont parlé à leurs associés de Toronto, de Juniper, qui distribue également avec Simon & Schuster aux États-Unis. Et là, les Américains aussi, ils sont devenus emballés dès la première minute qu'ils ont entendu parler de celui-là. Ça nous le prend, ça nous le prend. Alors, on l'a écrit, on l'a fabriqué, il est sur le marché, il se vend très bien, j'en suis fort heureux. Et les gens qui veulent en savoir plus, je pense que c'est un beau livre aussi. Ben oui, c'est un très beau livre, très bien fait d'ailleurs, documenté. Et là, on s'aperçoit que, il n'y a pas juste des hybrides, il n'y a pas juste des électriques. Et là, vous avez regardé aussi ce qui se fait de plus économique, éco-énergétique dans chaque catégorie. Puis on a aussi engagé Pierre Langlois, qui est un physicien de Québec, justement, et qui s'y connaît à 100 % dans le domaine de la voiture électrique. Et il nous a fait des paragraphes, des articles que moi, je trouve fascinants et qui nous déniaisent un peu sur le sujet, parce que je n'étais pas un connaisseur dans le domaine du tout. Alors, grâce à lui, on a pu crédibiliser le livre et avoir justement des impressions nettes et précises sur ce qui va se passer dans le futur. Est-ce qu'au fil du livre, en le développant et en l'écrivant, est-ce que vous avez vu des surprises chez les manufacturiers automobiles? Les surprises sont des mauvaises surprises. La plupart, il y a beaucoup de manufacturiers qui sont restés indifférents, qui ne nous ont pas vraiment aidés, qui n'ont pas collaboré à nous prêtant des voitures, nous laissant essayer des voitures. Je pense à Volvo, par exemple. Ça a été très difficile de négocier avec eux. Ah oui? Oui, il y a des compagnies qui ont pris ça avec un grain de sel, mais je pense qu'ils vont le regretter parce qu'on a donné des prix également aux meilleures voitures. La seule compagnie qui nous a accordé une collaboration entière, c'est General Motors avec la Bolt. Okay. On a pu essayer avant tout le monde, à Détroit même,
la fameuse Chevrolet Bolt qui va sortir très bientôt. Alors, bravo, merci à GM, merci aux autres qui ont embarqué dans le projet, mais je choue un peu à d'autres compagnies qui ont été moins coopératives. Croyez-vous que l'industrie automobile, justement, prend un peu la voiture électrique au grain de sel? Est-ce qu'on y va à 100 %? Est-ce qu'on y va à fond ou on est encore réticent? On est encore réticent d'après ce qu'on voit parce que des compagnies, même Toyota à un moment donné était vraiment le grand leader dans le domaine. Puis ils sont un petit peu, là, ils sont passés à l'hydrogène. Ils n'ont pas de voiture 100% Ils n'ont pas de voiture 100 électrique. Ils ont été les pionniers pourtant avec la Prius. Alors c'est un petit peu décevant de ce côté-là. Nissan, par contre, a fait un bout de chemin avec la Leaf. Je pense que c'est une bonne initiative. Il y a eu Mitsubishi également. Et il y en a de plus en plus. Il y a Hyundai qui arrive avec une voiture qui va avoir une triple personnalité, qui va être soit à l'essence, soit à l'électricité, soit hybride rechargeable. Alors ça, ce sont des projets, à mon avis, très intéressants, mais on voit qu'ils sont encore... C'est un sujet qui fait l'objet de nombreuses discussions, mais il n'y a personne qui a vraiment pris une décision pour aller de l'avant à 100 %. Qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines années? Moi, je souhaite que ça se répande un peu partout, mais... Tesla va mettre... Tesla a commencé à allumer le feu, là, puis à mettre de la pression sur tout le monde, c'est ça. Alors, on peut le trouver à quel endroit? Oui, dans n'importe quel magasin de livres, librairie, c'est-à-dire, ou encore dans certains kiosques. Et on a une version qu'on a montrée. Les Américains voulaient une couverture différente avec 3 voitures au lieu d'une. Ils voulaient du blanc au lieu du bleu. Moi, je persiste à croire que la bleue, ici, est plus intéressante au point de vue look. Alors, aux gens de décider si vous voulez lire en anglais ou en français. C'est disponible. Merci beaucoup, M. Duval. Merci beaucoup. C'était très gentil comme accueil. Merci à vous. Et je vous souhaite bon succès avec votre émission. Merci. Cette partie d'émission vous est présentée par LKQ, le leader mondial en recyclage automobile et pièces similaires. LKQ, on est bien service. Je suis présentement en compagnie de Vincent Lacasse de LKQ. Salut Vincent. Salut Daniel. Alors Vincent, tu nous fais découvrir différentes succursales de LKQ. Aujourd'hui, nous sommes à LKQ Montréal et c'est complètement différent de ce qu'on a vu à venir à date. Oui, auparavant, on était dans des centres de recyclage. Ici, à Montréal, on est dans un point névralgique du Québec. Tu vas voir, surprends-toi pas, ça va être un peu bruyant, ça n'arrête pas beaucoup ici. Les délais sont comptés. Ici, on est la plaque tournante où toutes les pièces du Québec viennent se rejoindre et repartent, s'échangent différentes navettes pour les différentes régions, l'Ontario, les États-Unis et jusqu'aux Maritimes. Parce que la logistique doit être absolument extraordinaire, là, parce qu'on voit le nombre de pièces qu'il y a ici. C'est quelque chose à coordonner tout ça. Là. Oui, dans les chroniques, auparavant, je parlais de pièces similaires de carrosserie. Ici, c'est juste de ces pièces. Par contre, l'échange de pièces se fait autant des pièces recyclées que des pièces similaires. Donc, entre 6h30 et 8h30 le soir, il y a 9 navettes qui viennent se rencontrer ici pour s'échanger des pièces, différentes cages. Ça s'en va, ça s'en va, ça revient, ça reste. Pour ici aussi, il y a 13 livreurs locaux. Le lendemain matin, ces pièces-là s'en vont chez les carrossiers ou les mécaniciens des garages de mécanique. Sont redistribués un petit peu partout. Oui, à la grandeur de la province, soit en Gaspésie, Côte-Nord, Montréal, le Nord, au niveau de Mont-Laurier, on couvre partout. Donc, ce centre de distribution-là, ici, c'est vraiment, tu en as parlé, on ne retrouve aucune voiture sur place. Non. C'est vraiment qu'un entrepôt de pièces et de livraison-distribution. On a tout près de 10 millions d'inventaires ici en pièces de carrosserie neuves. Les certifications, il y en a dans ces pièces-là, il y a des pièces certifiées qui ont les caractéristiques d'une pièce d'origine. Donc, les assureurs aiment beaucoup cette pièce-là. On a les pièces qui sont de plus qualité économique, où ce que le client veut réparer seulement qu'un aile sur son véhicule. On a ça, bon prix et bonne qualité aussi. La pièce antique. Hein, la pièce antique, exactement. J'ai vu une pièce de 78, je sais pas trop. Là. On a aussi dans ces pièces-là de similaires, on a la possibilité, c'est les produits Goodmark. Ça va du caoutchouc de porte, du piton pour barrer la portière. On touche à tout. Vincent, parle-nous de l'utilité de LKQ d'avoir un aussi gros centre de distribution. À la base, LKQ était des centres de recyclage, un réseau de centres de recyclage qui se sont assemblés ensemble. LKQ cherchait le moyen de toujours fournir la demande du client, ce que dans l'usager, on n'était pas tout le temps capable. En achetant Keystone, qui
à travers l'Amérique du Nord. C'est des pièces similaires. Eux avaient déjà un centre de distribution en différentes villes. Donc, on a été capable d'intégrer nos pièces usagées dans ces différentes navettes-là pour pouvoir distribuer encore plus loin et plus efficacement pour nos clients. Puis chez nos clients, bien, le temps, c'est de l'argent. Le but d'une transaction, Daniel, c'est d'être le plus rapide, acheminer nos produits plus rapidement aux besoins du client. Donc, on prend la commande téléphonique, on transfère ça dans l'entrepôt, on achemine la pièce dans nos camions de livraison ou dans les navettes. On distribue à travers le Québec ou l'Ontario. Notre but à nous, c'est de subvenir aux besoins en 24 heures dans tous les endroits du Québec. Donc, la pièce arrive en atelier, arrive chez un carrossier, le véhicule est réparé rapidement et le client est content. Effectivement. Merci beaucoup, Vincent. Ça fait plaisir. J'ai avec moi le nouveau Ford Escape 2017 qui a subi cette année une cure de rajeunissement. L'Escape a été lancé en 2012 dans cette nouvelle formule et il était plus que temps d'avoir une cure de rajeunissement qui est maintenant chose faite pour 2017. Au cours des années, on avait réussi à améliorer le Ford Escape, mais il faut dire qu'on ne voulait pas trop y toucher du côté de chez Ford puisque c'est le sport utilitaire le plus vendu dans sa catégorie. Alors, évidemment, une formule gagnante, on ne change pas. Et pour 2017, on garde quand même cette formule gagnante tout en apportant quelques modifications quand même importantes. Donc, en 2017, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a changé un peu le côté esthétique. Si on y va du côté de la carrosserie, bien, ça se joue surtout à l'avant. Et il faut remarquer, si vous avez vu le Ford Edge, qu'on a repris la calandre. Donc, la calandre en avant, les phares, le capot, le bas du pare-choc a été retouché et aussi pour la portion arrière, on voit que les feux ont été amincis et sont un petit peu plus modernes. Sous le capot, on retrouve de très beaux changements pour 2017. D'abord, le moteur de base demeure toujours le 2,5 litres à 168 chevaux. On a également deux nouvelles motorisations. Le 1,5 litres EcoBoost, tout nouveau moteur, vient remplacer l'ancien 1,6 litres. Donc, on a changé quand même un peu au niveau de la technologie, surtout du côté des turbos. On a amélioré le tout. C'est un moteur qui respire un petit peu mieux, qui reste à peu près dans les mêmes termes que l'ancien, c'est-à-dire 179 chevaux. Le 1,6 faisait 178, donc on voit qu'on est à peu près pareil, mais c'est une nouvelle motorisation et on peut tracter 2000 livres avec ce nouveau 1,5 litres-là. L'autre nouveau moteur, bien, c'est un 2 litres qui remplace l'ancien 2 litres. Donc, lui aussi a vu ses turbos améliorés et aussi un moteur qui respire un peu mieux. Les deux moteurs EcoBoost sont disponibles maintenant avec le système arrêt-démarrage automatique. Ça permet d'économiser environ 4 à 6 % d'essence, ce qui est quand même pas dédaigné. Si justement on va voir la consommation de carburant, bien même si on a des nouveaux moteurs, il faut dire qu'on n'a pas beaucoup amélioré la consommation de carburant puisqu'on reste à peu près dans les mêmes eaux qu'on était auparavant. Si on prend le moteur de base, donc on va faire en moyenne 9,8 litres au 100, donc ça on demeure pareil. Le 9,1 litres avec le moteur 1,5 litres et le 2 litres, on fait 9,4 litres. Donc, on reste à peu près semblable, mais on est à 245 chevaux avec le 2 litres. On peut remorquer 3500 livres. C'est quand même beaucoup de performance. Le tout est accouplé avec une transmission automatique à 6 rapports. À l'intérieur, il ne semble pas y avoir beaucoup de changements puisque l'environnement est resté à peu près pareil, mais les changements effectués sont majeurs. Si on regarde le bloc instrument, d'abord, aucun changement de ce côté-là. J'aurais aimé qu'on retravaille un peu ce bloc instrument, mais il est quand même efficace. J'apprécie l'écran central digital qui nous donne beaucoup d'informations. Alors, pas de problème de ce côté. Si on regarde le volant, bien, on a simplement retravaillé un peu la configuration des boutons. Et moi, j'aimais mieux l'ancienne configuration. Les boutons étaient un peu plus gros. On pouvait mieux, surtout ceux du volume, par exemple, on pouvait mieux les manipuler avec l'ancienne version, mais ça reste quand même efficace. La console centrale, bien, c'est là que tout se joue. Et le changement majeur, si vous vous souvenez, le levier de vitesse était positionné directement dans le centre des commandes pour la climatisation dans l'ancienne génération. Et là, c'était difficile de manipuler le tout. On a tassé le levier vraiment vers le conducteur et on a placé un frein
électrique, un frein à main électrique. Donc, ça nous libère quand même beaucoup d'espace et ça nous donne du rangement au niveau de l'intérieur. Aussi, l'arrivée de Sync 3. Donc, ça, c'est un autre bon point puisque le système est plus facilement travaillable. Donc, on peut se repérer un peu plus facilement. On a reconfiguré un peu le tout et aussi, il reconnaît un peu mieux notre français québécois. Pour ce qui est de la qualité d'assemblage des matériaux et la qualité des matériaux, donc il n'y a aucun mot à dire de ce côté-là. Du côté de chez Ford, par exemple, la finition botte-porte, vous vous souvenez, on critiquait beaucoup les bottes portières parce qu'il n'y avait pas de scellant, il y avait une cavité ouverte et là maintenant on a scellé le tout. Donc du côté de la construction du véhicule, on a amélioré encore. Pour le confort, autant pour les occupants avant, arrière, l'espace bagage, on n'a rien à redire de ce côté-là non plus. Donc, un gros point à l'intérieur du véhicule, on peut dire que c'est vraiment amélioré. Et je ne sais pas si c'est la nouvelle motorisation ou c'est de l'insonorisation additionnelle, mais ça me semble mieux insonorisé également du côté du véhicule. Bon comportement routier, on n'achète pas un Ford Escape pour faire de la course automobile, mais on a quand même une direction qui est un peu lourde. Mais pour le reste, si on roule avec le véhicule et qu'on conduit normalement, vous allez avoir un véhicule avec un comportement routier à peu près irréprochable. Le système de traction intégrale fonctionne très bien du côté de chez Ford. Et on a aussi quelques petits ajouts au niveau technologique, là, comme l'avertisseur de changement de voie. Et dans la version tout équipée également, on a un avertisseur de fatigue pour le conducteur. Donc, la voiture peut détecter si vous êtes fatigué, vous avez besoin d'un petit café. Elle va vous l'indiquer et vous allez aller prendre votre café et vous reposer. Donc, c'est un autre bon point. Alors, bien aménagé et rien à redire pour l'intérieur du Ford Escape. J'aime beaucoup les améliorations apportées au Ford Escape 2017. On a corrigé le tir sur plusieurs choses. D'abord, l'apparence extérieure est beaucoup plus moderne. On a réaménagé l'intérieur de très belle façon. On a ajouté une motorisation moderne complète, belle capacité de remorquage. Le Ford Escape est en tête des ventes depuis fort longtemps dans un segment extrêmement compétitif, celui des sports utilitaires compacts. On doit surveiller de très près les CX-5, les Hyundai Tucson, Kia Sportage et autres véhicules qui poussent vraiment dans le dos du Ford Escape. Alors, Ford a réagi de la belle façon en ajoutant ces améliorations en 2017. Le Ford Escape est disponible en 3 versions. Version S, SE et aussi Titanium. On peut l'agrémenter d'un ensemble sport comme nous avons sur notre véhicule d'essai. Un ensemble qui arrive avec des roues noires de 19 pouces qui donne une allure encore un petit peu plus sportive au véhicule. Alors, le prix de départ pour la version S, 23 000 quelques dollars. On peut aller jusqu'à 31 000 dollars pour la version Titanium, plus ci, plus ça et plus tout. Ça donne une facture quand même assez salée. Il faut se surveiller de ce côté. Mais en 2017, au moins du côté de chez Ford, on a fait le nécessaire pour rester en tête des ventes de ce segment très compétitif. Les nouvelles de l'industrie, une présentation de la Capitale Assurance Générale. Nous voilà de retour, c'est le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Marc, tu vas commencer avec Nissan Leaf. Oui, en fait, le groupe d'achat groupé de Nissan Leaf. Ou comment avoir une bonne idée, mettons, être sur la bonne rue, mais se tromper d'adresse. OK. C'est-à-dire que l'idée de base, c'est que Bruno Marcoux, un amateur d'électromobilité, propriétaire lui-même de voitures électriques, a décidé de partir un groupe de gens qui seraient intéressés à acheter une Nissan Leaf. Jusque-là, l'idée est intéressante. Elle a été faite au Colorado. Ça leur a permis d'avoir des bons rabais, mais il y avait des conditions particulières au Colorado, c'est-à-dire que c'était la fin de l'année, il y avait beaucoup d'inventaire à écouler, et on parle de 279 véhicules qui ont été vendus. M. Marcoux a l'idée géniale de dire on va faire la même chose au Québec, on va réunir des gens, puis après, on va aller négocier. OK. Alors, évidemment, il a réuni des gens pour lesquels il n'a demandé aucun dépôt, aucune qualification d'acheteur. Alors, il y a eu 3712 signataires. Il est allé, et là, il disait, 3700 personnes, il y en a 80 % qui vont vraiment acheter. Bon, hein, on s'entend. Alors, il est allé voir Nissan, puis il dit, écoutez, Nissan a fait non.
Désolé. Rien à Oui, on veut mais savoir. le montant de rabais, à moins que je me trompe, qui laissait sous-entendre, était autour de 14 000 13 Ouais, 14 en 000 fait, ça incluait cependant l'incitatif gouvernemental. OK. Lui, il anticipait un rabais de Nissan de 6 000 Mais là, on va établir des chiffres, OK? Mettons que le monsieur a raison, qu'il y a 80 de ses signataires, ce qui est loin d'être vérifié, là, mais 80 de ses signataires qui sont là, c'est 3 000 Nissan Leaf. Or, on le sait, Nissan ne vend pas 3 000 Nissan Leaf au Canada par année. Donc, ils n'ont pas l'inventaire pour le fournir. Ça, c'est le premier départ. Deuxièmement, 6 000 sur une voiture de 35 000 on s'entend pour dire que c'est plus que ce qu'ils font en profit. Alors, dès le départ, l'idée de base était bonne. Je pense qu'un achat groupé, on est tous d'accord. Là, il y a des sites qui se spécialisent là-dedans. Mais il aurait fallu soit qu'il ait négocié au départ avec la compagnie pour s'assurer c'était Combien de véhicules avez-vous disponibles? Voilà, Exactement. voilà. Ou ce que tu fais, c'est que tu lances un appel d'offres. Tu dis, écoutez, nous, on est intéressés à acheter des véhicules électriques. On a tant d'acheteurs qualifiés. Ça, c'est l'autre problème. C'est que n'importe quel petit clin pouvait signer la pétition, dire « Moi, je vais m'acheter une Leaf si le prix n'est pas pire. » Quand il n'y a pas d'argent au bout de la ligne. Pas d'argent, ça ne veut pas dire que le gars va vraiment l'acheter. Ça ne veut pas dire qu'il a même les moyens de l'acheter. Tu sais, c'est vraiment, là, on a lancé un dé dans l'univers en espérant que quelqu'un l'attraperait au vol. Et malheureusement, c'est ce que je dis, c'était une bonne idée, mais tellement mal exécutée que ça a joué contre lui. Est-ce que Kia n'ont pas repris ou n'ont pas fait des approches pour des saules électriques? Mais... Ça, c'est ce que le monsieur dit. Sauf qu'il faut faire attention. Ce sont des concessionnaires qui ont parlé au monsieur, qui ont dit qu'eux autres avaient peut-être de l'intérêt. Il est en train de partir une autre liste de gens intéressés, mais il n'y a pas encore pris de contact. Ils ne sont pas perdants avec la saule électrique, là. Non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a fait aucun contact avec les manufacturiers. Encore une fois, il n'y a aucune idée du nombre possible. Il n'y a aucune idée du prix réel qu'il va pouvoir obtenir. Tu sais, tu peux pas faire un mouvement de masse comme celui-là sans avoir un minimum d'informations de base, c'est ce que je disais. Et un minimum de garantie également. C'est ça. Bonne idée, mauvaise exécution. C'est dommage, mais en même temps, ce que ça fait, c'est que ça nuit plus à l'image. Et là, Nissan passe pour la compagnie méchante qui n'a pas voulu faire de rabais, alors qu'au contraire, ils ont déjà un rabais de 500 $ donné à certaines associations. Puis il y a d'autres choses, parce qu'on sait très bien que Nissan sont en train de transformer la Leaf. On devrait avoir des nouvelles intéressantes dans pas tellement longtemps concernant la nouvelle Leaf. Alors, on va suivre le dossier de C'est juste dommage, en fait, qu'on se soit servi de ça pour essayer de faire mal paraître Nissan, alors que dans les faits, c'est l'exécution qui a manqué au départ. L'idée de base était bonne, mais comme je disais, bonne rue, mauvaise adresse. Autre nouvelle de l'industrie. Autre nouvelle de l'industrie, mon cher, je sais que tu n'y crois pas, mais on nous annonce le retour de la Mazda RX-9. En fait, la RX pour 2019, nous dit-on. Moteur, écoute, c'est le retour du moteur rotatif. Ça, c'est quand même intéressant parce que, on le sait, c'est extrêmement populaire chez Mazda. Ce sont les seuls à utiliser cette technologie-là. Un petit moteur turbo d'1,6 litres, 400 chevaux, c'est ce qu'on anticipe. On dit qu'on va le présenter au prochain salon de Tokyo pour une commercialisation éventuelle en 2019. Elle serait effectivement la RX-9. C'est le nom que tu avances à RX-9 qui n'est pas encore confirmé. C'est le nom Virage n'endosse pas les propos de Marc Bouchard, il faut le dire. En fait, c'est pas de Marc Bouchard, ça s'appelle Holiday Auto. C'est un média japonais qui a sorti ça. Ils sont allés aussi loin. C'est tout à fait logique qu'elle porte le nom de RX-9. Ouais, puis mais l'application d'un turbo sur le moteur rotatif, ça risque d'être intéressant. Ça risque d'être intéressant, mais encore là, les tests d'antipollution concernant le moteur rotatif n'est pas encore prouvé. Donc, on doit encore faire des tests, mais... Elle va probablement arriver en même temps que la Mazda 6 diesel. Puis tu sais pourquoi? Encore une fois, Virage n'endosse pas les propos de Marc Bouchard. Pour venir parler de moteur. Ça, là, tu touches une corde sensible au niveau des moteurs Skyactiv diesel parce que c'est comme la loi de l'Omerta. On n'a pas le droit d'en parler. On n'a pas le droit d'en parler, non. Puis il ne donne aucune information. Alors, c'est pour ça que je fais un peu la blague. Dans ce cas-ci, par contre, il faut quand même prévoir que 2017, Salon de Tokyo, ce qui est l'an prochain, ça marque le 50e anniversaire du moteur rotatif. Ce serait logique qu'on nous présente un nouveau prototype avec ça. Est-ce que ce sera la version de production? Si on veut aller plus loin, puis on ne veut pas faire rêver les gens, puis encore là, j'endosse pas les propos que je vais tenir moi-même, mais on voudrait utiliser un petit moteur rotatif dans les prochaines générations des MiX-5. Donc ça, c'est un secret de Polichinelle. Oh, c'est ça, effectivement. Mais on veut pour ça avoir une espèce de phare. Et l'idée, en fait, c'est d'aller contre la nouvelle Supra, la fameuse Toyota FT1, faite entre autres en collaboration avec
BMW, qui sera une voiture d'environ 100 000 $. On anticipe que la RX-9 tournerait aux alentours de 103 000 $. Si on convertit, c'est-à-dire 8 millions de yens. Écoute, on n'est pas, comme je te dis, honnêtement, je m'endosse pas moi-même toute la fin. Autre nouvelle. Hey, c'est crédible, ce bloc de nouvelles-là, je peux te dire. Autre nouvelle. Ça, c'est plus vrai, par contre, c'est Kia qui nous a présenté sa toute nouvelle Rio. On le sait, c'est une petite voiture qui est extrêmement populaire. En fait, Et que je la trouve belle. je ne savais pas que c'est la voiture Kia la plus populaire au monde. Ça fait partie des choses que j'ai apprises. Comme on le voit, c'est essentiellement des changements esthétiques. Il n'y a pas beaucoup de modifications. Elle est un peu plus longue qu'elle ne l'était. On parle de 15 mm de plus et de 10 mm de plus en empattement notamment. On a abaissé la hauteur totale du véhicule, donc ça devrait être intéressant. La grande particularité, l'intérieur. On a vraiment mis le paquet sur le design intérieur, ce qu'on appelle les fameuses interfaces là, humain-machine. On travaille beaucoup là-dessus. Alors, on le fait avec un écran tactile, avec beaucoup de changements à l'intérieur. Donc, c'est ce qui risque d'être le plus fascinant sur cette voiture-là. Ça va être vraiment l'habitacle. Belle petite voiture. On va continuer d'avoir du succès. Et on n'arrête pas avec la Rio. Même la génération actuelle est très moderne. Donc, oui, non, mais Kia, on lâche pas vraiment. Ils sont vraiment sur une lancée. Là. Ils y ont gagné au cours de l'été ce qu'on appelle l'indice de qualité initiale de J.D. Power. C'est énorme parce que c'est la première fois, ça faisait 12 années consécutives que Porsche remportait la première place et que là, Kia l'a remporté. Ce que c'est là, pour les auditeurs, c'est 80 000 personnes qui sont sondées, 233 questions et on établit le nombre de problèmes qu'on a par véhicule et c'est Kia qui a présenté le moins de problèmes avec 83 problèmes sur 100 voitures. C'est vraiment, ils sont vraiment sur une lancée chez Kia et je pense que la Rio fait partie belle de cette voiture et lancée-là. il faut imaginer que la version sedan, évidemment, la version 4 portes va suivre. Exactement. Toujours à Paris, parce que ça va être présenté au Salon de Paris officiellement, même si on l'a laissé couler avant. À Paris, il y aura un autre constructeur européen, Volkswagen, qui, on le sait, a bien besoin d'avoir bonne presse. Ça, c'est la Golf E, la E-Golf, la Golf électrique. On nous a annoncé qu'elle serait au Canada l'année prochaine, donc c'est déjà en soi une bonne nouvelle. Cependant, là, on nous promet à Paris une voiture électrique avec 500 km d'autonomie. Oh! Bon, écoute, c'est sûr que la pression va s'accentuer sur Tesla. Mercedes a dit la même chose. Il devrait arriver avec un véhicule 500 km. Évidemment, ce seront des prototypes. Mais Nissan, avec la Leaf, on promet du kilométrage... à peu près 300. La Bolt, on sait qu'elle arrive aux États-Unis en novembre et au Canada au printemps avec 300 km d'autonomie aussi. Bref, on est vraiment... Mais là, à 500 km, là, on devient littéralement dans le marché des voitures à essence. On a exactement la même chose. Sous quelle forme et à quel prix? On n'en sait rien et la question, c'est quand est-ce qu'elle sera commercialisée? Est-ce qu'on va devenir Tesla puis l'annoncer là puis la commercialiser dans 5 ans? Je ne sais pas. On verra. Mais pour le moment, on nous dit que ça devrait être pour 2019. Donc, on la présente cette année. En 2018, on présente la version de production comme modèle 2019. Qu'est-ce qu'on va faire avec la loi 104? Là? On a besoin de voitures électriques. Amène-moi des voitures électriques. On va toutes les vendre entre 2019 et 2020. Bon. Ah, OK. Grosse année. Grosse année. Une dernière pour la route? Une dernière pour la route. Bien, pour toute une route, d'ailleurs. Ah, OK. Mercedes-Benz, avec sa division AMG, qui avait présenté, tu te rappelleras de ce prototype-là, qui était fait pour Gran Turismo, en fait. En fait, c'est peut-être pas juste pour Gran Turismo. On nous dit qu'on veut se servir d'une espèce de motorisation hybride entre ce qu'on propose sur des voitures de route et sur la Formule 1 pour proposer une voiture qui aurait jusqu'à 1000 chevaux. OK. Bon, évidemment, on va se calmer un peu, là, mais on parle à ce moment-là d'un V6 turbo-compressé, bien entendu, qui aurait sensiblement ce genre de choses-là. Et en plus de non seulement de toute cette capacité ultra performante, mais il y aura tout un système de biométrie pour déterminer si tu te sens pas bien au volant. Et bon, alors il sera en contact direct avec le conducteur. Voilà, donc, ce qui pourrait être... T'embarques dans la voiture, tu branches des capteurs un peu partout. Oh non, ils vont avec le... Ils te pèsent, ils sentent la température. Et, alors, je te le dis, si ça sort cette année, c'est sur ma liste de Noël. Daniel, tu peux tout de suite mettre ça, jouer au Père Noël pour moi, ça me fera plaisir. Souhaite qu'elle sorte cette année, je vais pouvoir te l'acheter pas l'année prochaine. Merci, Marc. Voilà, on s'arrête à Virage et on revient.
Voilà de retour. Si vous voulez nous poser des questions et mettre vos commentaires, 670-9078, poste 230 ou encore virage@telemac.tv ou notre Facebook pour le faire. Dans un instant, on va répondre à vos questions. Mais d'abord, Jacques Bienvenu se joint à nous. Salut Jacques. Salut, oui. Ça va bien? Ben oui, merci. Ben oui. Marc, tu es allé essayer le Porsche Macan, mais version 4 cylindres. Oui. Qu'est-ce que ça fait, un 4 cylindres dans une Porsche? Ça fait bien de l'allure. Ah oui? Honnêtement, j'avoue que j'étais le premier. Mais déjà, là, on a changé. Porsche a toujours joué la carte de, puis Jacques pourra en témoigner, même en course, leur vision, c'était toujours d'avoir 2 cylindres de moins que les autres. Mais toujours d'aller chercher le maximum de puissance. Ça a toujours été ça. La mode des V8, eux autres, c'était du 6. C'est vrai, hein? C'est très vrai. Toute l'histoire de Porsche est basée là-dessus. Et ils ont fait un peu la même chose avec le Macan. Mais évidemment, on voulait avoir un Macan qui était abordable. Donc, on arrive avec un petit moteur, 2 litres, turbo, 4 cylindres, qu'on retrouve aussi dans d'autres véhicules du groupe Volkswagen. 252 chevaux, c'est amplement suffisant. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé plusieurs dizaines de kilos au véhicule. Donc, ça fait un véhicule qui est beaucoup plus léger, qui est beaucoup plus maniable. En fait, c'est un Macan S. On a pris exactement la même format que le Macan S, mais on a réduit la motorisation tout simplement. Donc, ça permet d'avoir un véhicule qui, en virage, est vraiment spectaculaire, qui est confortable sur la route, qui est bien assez puissant et qui se vend 52 000 $. Oh, là, ça commence à être intéressant. Ça, c'est la partie la plus intéressante parce que, malheureusement, le Macan était à 59 000 en version S, mais 80 quelques mille dollars en version turbo, ça commence à devenir important. Oui, vous allez me dire que Porsche a en général un livre d'options qui est plus épais que l'annuaire de la Ville de Québec. C'est encore vrai, ça demeure vrai avec le Macan 4 cylindres, mais au moins, il arrive de base relativement bien équipé. Puis avec quelques milliers de dollars de plus, là, on va mettre des roues de 19 pouces, on va mettre des petits bidules ici et là. Bien notre coup. Ça fait vraiment un véhicule qui est honnêtement beaucoup plus agréable en conduite. On l'a essayé sur la piste. On l'a essayé sur une piste que je ne connaissais pas, qui s'appelle Cayuga, dans le sud de l'Ontario, que Jacques connaissait. Ouais. C'est une piste qui est plate, mais où il y a beaucoup de virages intéressants. Et ça nous a vraiment permis de savoir où on s'en allait. Puis je suis loin d'être un pilote de course, mais il y avait devant nous quelqu'un qui conduisait un GTS, un Macan GTS, beaucoup plus puissant. Il allait vraiment prendre de la distance en ligne droite. Surtout qu'on a viré en virage, lui se battait constamment contre le poids de son véhicule, alors que nous, on le rattrapait simplement. Donc, ça fait un véhicule qui est bien équilibré, un petit utilitaire sport qui a vraiment la philosophie d'une voiture sport. La semaine passée, vous parlez du Honda Ridgeline qui était un utilitaire sport avec une boîte, mais là, c'est un peu comme si on avait une berline sport dans un format utilitaire sport. Alors, c'est bien réussi, 52 000 $, c'est pour moi un très bon choix. Je pense qu'on va réussir à aller chercher du monde avec ce prix-là. Absolument. Puis, tu considères que pour environ 60, mettons que tu rajoutes là, 10 000 préparation, etc., pour que bébé, tu vas être à 60, 62 000 $. Bien là, tu commences à parler de pouvoir, et puis tu roules dans la Porsche. Et certainement que le fait de rouler dans une Porsche, même si c'est une traction avant, ça va être quand même intéressant. Mais il assume... Mais il assume très bien cette prime-là. Hein, ils savent pertinemment qu'ils sont de base 4 ou 5 000 plus chers que leurs plus proches concurrents, là, les Audi et autrement. Ils le savent, mais ils savent que leurs clients qui veulent une Porsche vont payer. Ils viennent de bien se positionner dans le marché avec ce nouveau véhicule-là et surtout à un prix de base ou de départ qui est alléchant. Justement. Effectivement. Donc là, les extras, les tanks à yacht, ben là, c'est les gens qui pourront gérer ça eux-mêmes. On a des questions, messieurs, et la première va être pas facile à répondre parce que c'est pas des véhicules qui se ressemblent bien, mais on a le choix entre une Mini Cooper ou une Fiat 500, un véhicule qu'on va utiliser 3 saisons. Quel problème et quelle est la meilleure? D'abord, premièrement, je vous conseille fortement d'aller rouler dans chacun des véhicules et vous allez constater à quel point c'est des véhicules complètement à l'opposé. Si vous aimez conduire et que vous voulez payer un petit peu plus cher, vous allez aller avec la Mini. Si vous voulez jouer dans le compromis, vous allez avoir une belle petite voiture cute qui est la Fiat 500, mais évidemment, on tasse tout le plaisir de conduire avec cette petite voiture. Comme tu dis, 2 voitures totalement différentes. Moi, mon option, c'est définitivement la Mini si je veux avoir du plaisir. Et c'est ça. Il n'y a pas grand-chose à dire. Et petit bémol aussi, la Fiat, problème de fiabilité connu et reconnu. Mini Cooper, on peut pas se péter les bretelles. Ils se sont beaucoup améliorés par rapport à la Fiat. Moi, je les mets sur un pied d'égalité.
Ben, je pense que tu pourrais ajouter un peu plus. La Mini, selon moi... On ajoute un peu pour la Mini. Maintenant, les nouvelles Mini, selon moi, sont de meilleure qualité qu'ils ont jamais été. Définitivement. Vendu, messieurs. Jean, lui, il va avoir un F-150 2.7. Donc, le petit EcoBoost. Il remorque 2500 livres avec ce véhicule-là. Alors, on ne peut pas dire d'autre chose qu'aller l'acheter, monsieur. Bien que remorqué avec l'EcoBoost, ça demeure que tu perds l'avantage que tu avais d'économie de carburant. Je comprends 2500 livres, c'est pas beaucoup, que le F-150 est capable de le faire, mais... N'importe quel véhicule qui va remorquer, il va perdre son économie de carburant. Oui, sauf que, tu sais, l'EcoBoost te promet beaucoup d'économies et je te dirais qu'il est pire, et vous pouvez en témoigner. Absolument. Il est pire que le modèle qui n'est pas EcoBoost quand on remorque. Ouais. Moi j'irais vraiment pas vers un F-150 pour l'économie, mais je m'en irais vers un Silverado ou un GMC. Avec le 5300 pour être une option intéressante. Oui. Mais c'est pas en aluminium. En aluminium, Daniel. De plus en plus, Silverado est en aluminium. Ouais. Mais il n'y a pas la carrosserie. La prochaine génération, on a le pas. On a eu ça dans l'automobile, l'aluminium, mais on n'est pas rendu loin. Depuis le nombre d'années que j'ai essayé... Je me souviens quand on essayait les Jaguars, les premiers Jaguars, l'aluminium, tout ça, on pensait que c'était pour éclater. Mais ça n'a pas été le cas. L'acier, qui est de meilleure qualité aujourd'hui, qui est de plus en plus légère, qu'on construit des véhicules de meilleure qualité, toute catégorie. Alors, moi j'irais vers quelque chose de plus économique parce qu'on va avoir à le rouler à tous les jours. Et l'EcoBoost ne nous offre pas ça, malheureusement. Bernard, lui, il regarde pour une Rio 2010 qui n'est pas en aluminium, genre. Non. Aux dernières nouvelles, elle ne l'était pas. J'ose espérer qu'il ne remorque pas non plus. Donc, c'est une 4 portes, 90 000 km. Elle n'est pas équipée. Manuel pour une étudiante. 5 500 $ qu'on demande pour cette petite voiture-là, de base. Il me semble que c'est à peu près dans le prix pour le kilométrage. Et il s'agit de voir l'état général, mais si elle a été bien entretenue, je pense que ça peut faire encore longtemps. Ouais. Moi, je vais essayer de trouver quelque chose qui est dans la même... Ça va se trouver, parce qu'ils en ont quand même vendu une bonne quantité. Et 5 000 $, c'est maximum à payer pour ce véhicule-là, selon moi. L'examiner comme il faut avant de partir. C'est une bonne voiture. Ça me fait penser à Accent. Bien, en fait, c'est l'équivalent. C'est la petite sœur, l'autre, tu sais. Mon problème, en fait, c'est le côté manuel. À 5 500, je trouve que c'est un peu dispendieux pour une boîte manuelle. Quand même, 2010, on parle d'un véhicule qui a 6 ans. C'est ça. On s'entend pour dire qu'il ne paye pas plus que 5 000? C'est ça. Oui. Pas plus que 5 000. Du moment qu'il nous demande pas d'y en trouver un. Maximum 5 000, puis demandez-nous pas de vous en trouver un. Ça, c'est... Mais il y en a sur le marché. Il s'agit de fouiller, pas beaucoup même, puis pas trouver. Oui, c'est ça. Je pense qu'il s'en est vendu quand même plus qu'une piano. Gérald, lui, il veut acheter une Volvo XC70 2013 ou 2014 avec un moteur 3.2 litres. J'ai regardé un peu quelle année? 2013 ou 2014? 2014, je sais que la majorité que 2014, c'était assez bon comme mécanique. 2013, j'ai pas de... T'as pas de données concernant ça. Donc, il y a quand même un écart de prix si on regarde différents années modèles. 2014, j'ai vu autour de 36 000 2013, autour de 25 26 000 donc des véhicules qui sont disponibles. Alors, il s'agit de trouver, et il n'y en a pas beaucoup de ces Volvo XC70 à vendre. Non, mais en fait, ils n'en ont pas vendu beaucoup. C'est automatique. Et je suis obligé, encore une fois, je suis fatiguant, mais de mettre un bémol sur la fiabilité du XC70 2013, 2014. C'est des véhicules qui étaient problématiques, disons, à plein point de vue. Par contre, il y avait un rouage intégral Aldex qui est absolument spectaculaire. Et le moteur qui peut faire du haut. C'est mieux d'avoir une poche profonde. Porsche? Une Porsche profonde. OK, pas une Porsche. Non, une Porsche profonde, c'est un autre. Généralement, l'entretien est dispendieux de ces voitures-là et un peu problématique. Ils ont une mauvaise réputation, puis on la soulève, et il y a mieux que ça sur le marché. Je vous ai demandé la semaine dernière de nous donner vos commentaires concernant n'importe quoi, ce que vous voulez, la loi 104, le troisième lien qu'on veut faire entre Québec et Lévis, n'importe quoi, allez-y, ou encore concernant vos véhicules. Bien, il y a Fred qui me dit « J'ai une Civic 2016 et il avait avant une Honda Accord. OK.
Et il dit, vous devriez parler de cette voiture-là parce qu'elle est mieux que ma Accord que j'avais. Je roulais dans la Accord. Alors, il est absolument... il trouve que la nouvelle Civic est spectaculaire. Selon ce qu'on a roulé, selon ce qu'on a dit, selon notre évaluation aussi, on acquiesce avec vous. De là à la comparer à la Honda Accord, Écoute, encore une fois, comme marque, j'ai un bémol. C'est Kelly's Blue Book aux États-Unis, qui est quand même une institution, a classé la Honda Civic 2016 comme étant la meilleure voiture, toutes catégories confondues, vendue en 2016. Et quand tu parles, quand on a parlé la semaine dernière du Ridgeline qui retardait à être amélioré ou modifié, c'est une des raisons, c'est qu'ils travaillaient tous sur la Civic. Ils ont réussi à faire un véhicule qui est drôlement intéressant. Et moi, je croirais que c'est mieux qu'il était une Accord, là, 3, 4, 5 ans passés. La nouvelle Accord, d'accord, mais il demeure que c'est... Quelqu'un qui avait un exemple, 2009-2010, il t'a fait une 2016 Civic, là. Et regarde les dimensions, regarde la voiture. C'est en voiture. Et voilà. Merci beaucoup, messieurs. Avec plaisir. Ça fait plaisir, mon cher. Pour cette belle émission, encore une fois, puis on va se reparler la semaine prochaine, bien sûr. On va se revoir. Alors, c'est déjà tout pour Virage cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Mardi soir prochain, 21h30, pour un autre Virage. Bonne semaine. La Capitale Assurance Générale est fière de vous avoir présenté l'émission Virage.